Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'état d'urgence prolongé jusqu'au 21 septembre 2016 en Tunisie. Depuis un attentat revendiqué par le groupe État islamique en novembre 2015, cette mesure avait été décrétée dans tout le pays. Économie au Cameroun, le budget d'investissement public a connu un taux d'exécution de l'ordre de 59% au premier semestre 2016. Cette amélioration est notamment le fruit de la nouvelle stratégie de concertation du gouvernement. Et puis résurgence de l'épidémie du VIH/SIDA redoutée en Afrique du Sud. La maladie reste la première cause de mortalité chez les jeunes. Dans la province du KwaZulu-Natal, un programme de dépistage innovant a été mis en place par les autorités. En Tunisie, l'état d'urgence est donc à nouveau prolongé pour 2 mois. L'état d'urgence a sans cesse été renouvelé depuis ces attaques terroristes de novembre 2015 en Tunisie. Reste à savoir si cette mesure est bien accueillie par la population. Élément de réponse avec Birama Saonera. En Tunisie, l'état d'urgence a été prolongé de 2 mois à compter du 21 juillet 2016. Il a été instauré le 24 novembre 2015 à la suite d'un attentat suicide contre la garde présidentielle à Tunis. En 2015, le pays a été frappé par 3 attentats majeurs revendiqués par l'État islamique. Depuis lors, la menace terroriste persiste malgré les nombreuses mesures prises par le gouvernement. La question de sécurité en Tunisie est très fragile et que le secteur du tourisme est très fragilisé par l'insécurité. Donc c'est tout à fait normal que le président tunisien a pris la décision de prolonger l'état d'urgence comme moyen de combattre l'insécurité dans le pays. Depuis 2011, la Tunisie peine à se stabiliser avec des manifestations qui dégénèrent régulièrement en violence. L'état d'urgence instauré par le gouvernement témoigne de la volonté de l'État de poursuivre également la lutte contre le terrorisme. Cette mesure d'exception donne plus de possibilités d'intervention aux forces de sécurité. C'est vrai, les Tunisiens n'ont pas accepté l'état d'urgence pour l'éternité. Mais tant qu'il y a du conflit libyen, il y a de l'insécurité du Tunisien, il y a le secteur du tourisme qui souffre de les conséquences des attentats meurtriers qui étaient commis soit à Sousse, soit d'autres endroits en Tunisie. Alors, la plupart des Tunisiens, je pense, ils acceptent cette situation d'exception pour combattre l'insécurité et surtout pour combattre le terrorisme. C'est la 5e prolongation de l'état d'urgence en Tunisie depuis novembre 2015. La mesure d'exception permet aux autorités d'améliorer les conditions de sécurité du pays. Cependant, malgré l'état d'urgence, la ville tunisienne de Ben Guerdane, située près de la frontière libyenne, a été la cible d'une violente attaque djihadiste le 7 mars 2016, faisant plus d'une 50aine de morts. Dossier judiciaire en Côte d'Ivoire. Après 15 jours d'interruption due au malaise et à l'hospitalisation de l'accusé, le procès de Simone Gbagbo a repris ce mardi 19 juillet. L'ancienne première dame était face à un témoignage d'un ancien milicien. Celui-ci aborde notamment la question du financement des milices durant la crise post-électorale. Écoutons à ce propos Maître Rodrigue Dadier, avocat principal de l'ancienne première dame Simone Gbagbo. On a demandé une révélation de son état psychiatrique, mais la Cour a décidé de passer outre et de faire l'audition du témoin. Donc nous avons donc, suite à l'audition de la Cour, ouvert les débats sur son audition. Et donc au cours de ce débat-là, il a bien confirmé que ma cliente Simone Gbagbo n'a jamais financé son mouvement militaire. Il n'a jamais également donné l'instruction à son mouvement militaire. Donc le témoin a clairement déchargé ma cliente. Et donc, moi, je suis largement satisfait. Il a dit un certain nombre de choses sur certains événements de la crise post-électorale qui nécessitent d'être clarifiés pour la manifestation de la vérité et même pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons continuer à l'interroger pour qu'effectivement, il clarifie un certain nombre d'informations qu'il a données. Même si ma cliente a été déchargée et qu'aujourd'hui, ce témoin ne l'accuse plus, je ne m'arrêterai pas là. Je vais continuer à le questionner jusqu'à ce qu'il nous dise un certain nombre de choses. Donc, en réalité, ce témoin, c'est un affabulateur. Et il n'est pas à sa première circonstance en ce qui concerne ces affabulations. Au Cameroun, le taux d'exécution du budget d'investissement public au premier semestre 2016 est en hausse de 7,4%. Parmi les facteurs qui ont facilité cette augmentation, la nouvelle stratégie de concertation mise en place par le gouvernement, la réalisation en cours des projets structurants et ceux contenus dans le plan d'urgence triennal. Explication de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardonka.
Au cours du premier semestre 2016, le taux d'engagement du budget d'investissement public a atteint 59,54% contre 52,1% en 2015, soit une hausse de 7,44%. Cette évolution observée dans la consommation du budget d'investissement public est la conséquence d'une stratégie de concertation permanente mise en place par le gouvernement. L'accélération des projets d'infrastructure liés à l'organisation prochaine de la CAN féminine et les projets contenus dans le plan d'urgence triennal du gouvernement expliquent également cette tendance haussière. Les gestionnaires de crédit commencent déjà à maîtriser de plus en plus le nouvel outil qui avait été mis en place en remplacement de l'ancien qui était le budget des moyens, notamment le budget programme. Donc, leur maîtrise assez exercée du nouvel outil de gestion de la politique publique, la politique de consommation du budget public de l'État s'explique donc. Et c'est pour cela qu'au niveau des chiffres, on voit très bien qu'à mi-parcours, donc au premier semestre 2016, le taux de consommation a dépassé pratiquement la moyenne. Pour améliorer l'exécution du budget d'investissement public en 2016, équilibré en recettes et en dépenses à 1525,8 milliards de francs CFA, des mesures ont été prises par le gouvernement. Le journal des projets était disponible depuis décembre 2015 et le rythme de suivi de l'exécution du budget d'investissement public est désormais mensuel. Pour une réalisation totale de ce budget, les économistes préconisent la bonne gouvernance et la rigueur dans la gestion financière. Le sens du patriotisme de tous les ordonnateurs des marchés, de tous les gestionnaires des fonds publics, a l'effet de considérer que gérer les fonds, c'est leur métier. Il y a d'autres personnes qui ont eu pour métier faire les travaux publics, construire les ponts, procéder aux fournitures vis-à-vis des administrations publiques. Donc, qu'ils passent ces marchés sans arrière-pensée. Je suis convaincu que si nous restons désormais et nous développons, nous entretenons cet état d'esprit, à l'horizon 2, 3, 4 ans aujourd'hui, le budget d'investissement public du Cameroun sera consommé même bien longtemps avant le terme de l'exercice qui est fixé au 31 décembre de chaque année. Les domaines de la santé, de l'éducation, de l'électrification, de l'eau et de la production agropastorale constituent les priorités du budget d'investissement public au Cameroun. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations. L'atteinte des résultats souhaités passe par une augmentation du niveau d'exécution du budget d'investissement public. Avec la réalisation en cours des projets structurants et l'organisation en novembre 2016 de la CAN féminine, l'exécution du budget d'investissement public 2016 pourrait dépasser les 88% de l'année dernière. La prévention pour contrer la propagation du VIH-Sida, une prévention cruciale notamment en Afrique du Sud, qui est l'un des pays les plus touchés au monde. Dans la province du KwaZulu-Natal, un programme de dépistage est réalisé en échange d'une bourse d'études. Les précisions d'Omo Kalsumba. Avec une population estimée à plus de 52,3 millions d'habitants, l'Afrique du Sud enregistre environ 6,3 millions de personnes porteuses du VIH-Sida. Selon les chiffres de 2015, la prévalence chez les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans est de 13,9%. Une situation qui a poussé les représentants municipaux de la commune de KwaZulu-Natal à lancer une vaste campagne de dépistage chez les jeunes filles. Pour les encourager à faire davantage le test du sida, les autorités octroient des bourses d'études aux jeunes filles sud-africaines. Nous avons lancé ce programme dans le but de lutter contre la propagation du VIH-Sida, notamment chez les jeunes filles scolarisées, et de lutter contre les grossesses précoces. Pour les encourager, nous leur offrons des bourses d'études. En contrepartie, elles se font dépister. L'octroi des bourses aux jeunes filles de la localité de KwaZulu-Natal a suscité la polémique chez certaines organisations de défense des droits de l'homme sud-africaines et des commissions pour l'égalité des sexes. Notil Mouchounou est étudiante, la vingtaine révolue, et les bénéficiaires de cette bourse d'études. Elle révèle que c'est grâce à ce programme qu'elle a pu terminer ses études secondaires et s'inscrire à l'université. Personne ne nous a forcé à faire le dépistage du sida afin que nous puissions obtenir ces bourses d'études. Je trouve que c'est un moyen efficace de lutter contre toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles. C'est grâce à ce projet initié par notre mère que j'ai pu faire des études poussées et cela a changé ma vie. En dépit des progrès notables dans la lutte contre le sida, on note encore un pourcentage élevé des filles séropositives en Afrique du Sud. Au moins 28% des filles scolarisées dans le pays sont porteuses du virus. En ce qui concerne les élèves garçons, seuls 4% d'entre eux sont séropositifs. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.